Bonjour. Aujourd'hui, nous allons répondre à Teddy Boy RSA, un homme pour changer. Je ne connaissais pas l'existence de Teddy Boy RSA, mais il a réagi à l'un de mes TikTok. Et m'en voilà fort Marie. Nous allons donc décortiquer le propos de Teddy Boy RSA jusqu'à la substantifique moelle. Et pour ce faire, Antoine a laissé les clés de sa chaîne YouTube à une version de lui bien plus fraîche, chargée en bas et de gauche. Parce que c'est un homme de goût. Teddy Boy RSA, considère-toi heureux. Tu vas avoir droit à la seule vidéo de la chaîne d'Antoine qui va être tournée à Paris. Pour le contexte, la vidéo de base traitait de la question, désormais galvaudée, du « le jeu vidéo est-il un art ?» Et Teddy Boy RSA s'est empressé de me répondre. Qu'a-t-il à nous dire? Tu fermes ta gueule, t'es payé par l'État, t'obéis à l'État. Ok? Waf waf, coin coin. Tiens, va chercher du pain. Fais un pancake devant Antoine Goya en espérant qu'il vienne manger dans ton assiette. C'est des gaufres. Spoiler, c'est une fille qui se prend pour Antoine Goya. Alors non, je te rassure, je n'ai pas de trouble de l'identité. Moi c'est Angèle. Au maximum, je fais un RP Antoine Goya avec son accord et sur sa chaîne. Et je vous le conseille de parler comme ça, c'est extrêmement addictif. Une professeure. Non, je ne suis pas prof non plus. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais on est à la limite de la désinformation. Attention, Teddy Boy RSA. Et qui va nous expliquer que le jeu vidéal... c'est trop drôle cette blague de gauche, le jeu vidéal. Oui, je me gausse. N'est pas un art. C'est faux. Alors moi c'est Angèle, enchantée, je suis diplômée en affaires publiques culturelles, en histoire de l'art Diplômée en affaires publiques culturelles. Histoire de l'art, madame. et aussi accessoirement j'ai bossé au ministère de la Culture et on va... Voilà, je suis légitime. Bah effectivement, j'ai tendance à penser que lorsqu'on passe des années de sa vie à étudier certains sujets, on peut se sentir légitime de temps en temps de s'exprimer sur le sujet. J'ai pas 10 000 expertises non plus, hein. Juste, j'ai passé 2 ans à étudier les politiques publiques culturelles, ce que fait l'État en termes de culture. Donc effectivement, j'avais quelques petites précisions à donner. En fait, l'idée c'est, moi j'ai fait des études qui sont des usines à chômage. Je suis à Sciences Po Paris, une des écoles où il y a le moins de chômage en sortie d'études. Mais continue si tu veux, je fais des études de chômeuse, pas de soucis. Et payé par qui, madame, les études? L'argent du mari? Comment les nanas font des études d'art? Comment elles restent au chômage pendant des années? Avec l'argent de qui? Du père? Ou du mari? Ou les deux en même temps? On appelle Thaïs Descuffon, on lui a trouvé un mari. Teddy Boy RSA est persuadé que les femmes ne peuvent pas s'en sortir sans un homme pour subvenir à leurs besoins. Mais j'ai mieux qu'un homme, j'ai l'État. Et oui, je suis une étudiante boursière, ton pire cauchemar. Je n'ai pas comme souhait que mon gosse aille en école de lettres et arts, ou je ne sais quoi, ou de théâtre, pour se faire mettre de la merde dans la tête. Après, conseil d'amis, laisse ton gosse faire ce qu'il veut dans sa vie. Ou alors, beaucoup mieux, ne fais pas de gosse. Mais revenons à notre sujet. Je te confirme que dans le cadre du ministère de la Culture, le jeu vidéo est considéré comme un objet culturel et non artistique. À ne pas confondre la culture et l'art, c'est bien différent. Eh bien, vas-y, explique-nous, qu'est-ce que l'art? Donc, je vais te répondre, Teddy Boy RSA, puisque c'est si gentiment demandé. La culture, c'est de l'ordre du collectif. L'audiovisuel, le livre, le jeu vidéo, enfin tout ça, c'est la culture. L'art, en revanche, c'est de l'ordre de l'individuel. Un artiste, il peut utiliser un médium qui fait partie de la culture, bien sûr, mais il va s'en servir pour exprimer sa sensibilité propre. Donc la culture, en général, c'est la règle. C'est tout ce qui a trait au lien social, au lien collectif. Je vous laisse avec ce petit extrait de Je vous salue Sarajevo, que normalement vous connaissez par cœur si vous êtes abonné à cette chaîne. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarettes, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Le jeu vidéo. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Est-ce que ça veut dire que la culture c'est nul et qu'il ne faut désormais plus lire que Dostoïevski et écouter uniquement du Vivaldi? Non, évidemment que non. J'adore la culture, j'adore l'audiovisuel. Je vais aller de ce pas enregistrer des TikTok sur Love is Blind juste après. Concrètement, le ministère de la Culture n'a jamais dit que les jeux vidéo c'était de l'art. Hein. Ils ont toujours dit que c'était une industrie créative et culturelle, ce qui fait une grosse différence finalement. C'est une industrie. Bien sûr, parce que le livre n'est pas une industrie du tout. Les métiers du livre, c'est pas de l'imprimerie, c'est pas une industrie. C'est de l'art. Je vois déjà tous ceux qui en commentaire me diront que le livre, par exemple, est également considéré comme une industrie culturelle. Exactement. Elle anticipe. Alors vas-y, c'est bon, elle a un bon cerveau. Et créative, puisqu'elle suit les logiques du marché et de l'industrie, contrairement, par exemple, au spectacle vivant
ou les arts visuels. Bien sûr, le spectacle vivant et les arts visuels ne suivent pas du tout le cours du marché. Teddy Boy RSA. Pensais-tu réellement que je ne savais pas ce que je racontais? Détrompe-toi, j'ai toujours les preuves de ce que j'avance. Voilà, je t'ai même fait un petit schéma parce que je suis particulièrement généreuse. Donc, je maintiens le livre, la vidéo, le film, le jeu vidéal, tout ça, ce sont des industries créatives et culturelles qui répondent aux putains de lois du marché. Donc, regarde bien ce petit schéma, il y a des exceptions. Tous les domaines ne sont pas des industries parce qu'elles ne répondent pas aux lois du marché. Notamment, comme je le dis dans ma vidéo, tu te fous de ma gueule, mais j'ai raison, les arts vivants et les arts visuels. Je ne l'invente pas, ça a été théorisé. C'est ce qui s'appelle la loi de Baumol. Donc évidemment, Teddy Boy RSA, que si un jour, par hasard, il t'arrive de mettre les pieds dans un théâtre, tu vas payer ton petit billet, comme tout le monde. Mais le prix de ce billet ne correspond absolument pas au coût de production. Et c'est pour ça que le spectacle vivant, par exemple, ne fait pas partie des industries créatives et culturelles. J'ai les lèvres gercées à force de déblatérer. William Baumol, c'est un économiste américain qui adore les comédies musicales. Que voulez-vous? On ne peut pas tous avoir bon goût. Mais bon, il est américain, donc on lui pardonne certaines choses. Et donc, dans les années 60, il se balade dans Broadway et il se rend compte que les comédiens crèvent la dalle, malgré des salles de théâtre pleines à craquer. Et on peut pas dire que ça a réellement changé aujourd'hui, hein. Les intermittents du spectacle ne roulent pas particulièrement sur l'or. Donc ce brave William, ça reste un américain avant tout. Il décide de faire un truc extrêmement américain. Il va comparer les industries de l'automobile au spectacle de Broadway pour essayer de comprendre où ça coince, pourquoi les comédiens ne sont pas riches à millions. Et là, wow, truc de fou, il se rend compte qu'en fait, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Là où tous les objets de consommation comme les voitures, mais aussi le livre ou le jeu vidéo, ont pu faire en sorte d'accélérer leur temps de production grâce à des avancées technologiques, hein. Maintenant, je ne sais pas si tu le sais, t'es Teddy Boy RSA, mais ça ne prend plus autant de temps de créer un livre aujourd'hui qu'au XIIe siècle, quand c'était un moine copiste qui le faisait avec ses petites mains. Les voitures et tes vieilles pochettes de jeux vidéo absolument abominables sont créées par des machines. Alors que dans le spectacle vivant, pour reprendre cet exemple, eh bien, on met toujours autant de temps qu'au XVIIe siècle, quasiment, à monter un spectacle. Le mec qui écrit la pièce, il met toujours autant de temps, les comédiens, ils mettent toujours autant de temps à apprendre leur texte, et à la fin, bah Hamlet, ça se joue toujours en 3 heures. Résultat de tout ça, il faut bien payer les gens pendant tout ce temps de production qui est énorme et qui ne peut pas être réduit. Voilà pourquoi le domaine du spectacle vivant, mais aussi des arts visuels, ne répond pas aux lois du marché. Et donc justifie ces aides de l'État, parce que sans les aides de l'État, structurellement, eh bien ce sont des domaines qui sont voués à disparaître, car dans un monde où tout devient moins cher et plus facilement productible, eh bien pour éviter une destruction totale de ces filières, l'État vient en aide. Mais bon, je sais ce que vous allez me dire, vous les droitards, vous aimez l'argent, et vous ne trouvez absolument aucun intérêt au théâtre, à la beauté. Vous allez me dire, oh mais tiens, si le théâtre est voué économiquement à sa perte, eh bien qu'il en soit ainsi. Vous êtes des mises-aux-muses et des passavants. Je vais te laisser terminer tes pancakes. Ce sont des gaufres. Bon, pour l'instant, on a expliqué la différence entre art et culture, et on a expliqué ce que c'était une industrie créative et culturelle, qui est le nom sous lequel on place le jeu vidéo au ministère de la Culture. Mais on n'a toujours pas abordé pourquoi le jeu vidéo n'est pas un art. Un mélange d'art ne fait pas un art à soi. Donc le jeu vidéo, c'est ce qu'il y a dedans. Les dessins, les textes, les voix, les chansons, il y a de la musique dans les jeux vidéo. Voilà, donc en fait, il n'y a aucune logique. Je dis que le mix de différents arts ne fait pas un art à soi, et quand lui, il essaye de justifier pourquoi c'est un art, il cite d'autres arts. Les dessins, la chanson, ce sont déjà des arts. Est-ce que tu te rends compte que la logique n'est pas bonne, Teddy Boy RSA? Est-ce que quand on enlève tous les autres arts et qu'on garde sa spécificité, ça reste un art? Prenons l'exemple du cinéma, puisque c'est un exemple qui revient souvent, puisque le cinéma utilise lui aussi par moments la musique, par exemple. Le cinéma peut très bien exister sans musique. Le cinéma est un art à part entière en dehors de la musique. Donc la spécificité du jeu vidéo, c'est qu'il s'agit d'un jeu. Est-ce que le jeu, c'est un art? Voilà, sauf que vous ne posez jamais cette question. Pour vous, à chaque fois, l'argument c'est oui, c'est un art parce que ça utilise d'autres arts. Ah ouais, mais t'as pas vu Clair Obscur et Expédition 33, comment c'est trop beau, c'est trop stylé, c'est grave de l'art. Mais je m'en bats les steaks. Alors personnellement, de 1, je trouve ça très laid, et de 2, je m'en fous en fait. Je considère déjà que les arts graphiques et que l'art sur ordinateur c'est de l'art. Je le sais très bien. Ça s'appelle les arts graphiques. D'ailleurs, on est là pour apprendre des trucs, et je vais vous prouver en même temps ma bonne foi. Évidemment que je considère l'art graphique comme de l'art, et il y a le travail d'une artiste qui s'appelle Vera Molnar, que j'adore et que je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Tout son art est fait sur ordinateur, je vous mets un lien dans la description. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que le jeu et toutes les formes de jeu sont un art? Est-ce que quand tu joues à la marelle, quand tu joues au devine-tête ou au street poker, est-ce que tu es dans une pratique artistique? Bah peut-être, et moi je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Peut-être que le jeu pourrait être considéré comme un art. C'est ce que je
je dis dans ma vidéo de départ d'ailleurs. Allez, je suis bon seigneur, je vous donne des pistes pour aller dans votre sens et militer pour que le jeu soit considéré comme un art. Il y a Emmanuel Kant qui parle notamment des arts d'agrément. Les arts d'agrément, contrairement aux arts esthétiques, sont des arts qui permettent globalement de passer le temps plus vite, de se distraire de sa propre mortalité. Voilà, hein, quand je joue au strip poker bourré en soirée, je considère que je pratique un art d'agrément. Ne me testez pas, je suis extrêmement forte à ce jeu. Bon, et toi, Teddy Boy RSA, qu'en penses-tu? Est-ce que le jeu, tout simplement, est un art? Le jeu devrait être un art. Je crois... Alors, c'est pas considéré comme un art, mais ça devrait en être. 2D6 One One versus System, le jeu qu'on a créé avec Pierre, est une œuvre d'art, une masterpiece d'art, qui combine tous les arts possibles. Eh bien, tu essayes de nous vendre ta merde. Super. Tout ça pour ça, en fait, finalement. La prochaine fois, tu nous préviendras hein, que c'est une publicité. Des débats de gens qu'on paye avec nos putains d'impôts, qui s'emmerdent, parce que visiblement vous avez trop de pognon. Teddy Boy RSA, je te sens particulièrement obsédé avec l'argent de l'État. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'État il donne à certains domaines artistiques parce que sans les aides de l'État, ces domaines-là sont voués à la disparition. Mais l'État est particulièrement généreux et il donne aussi à l'industrie du jeu vidéo et aux industries créatives et culturelles, car il considère que c'est important, qu'il faut les soutenir. Et je suis d'accord avec lui, c'est pour ça. Je suis pas une bourgeoise de merde qui va vous dire « lisez uniquement Dostoïevski », ça n'a aucun sens. Cependant, il faut quand même être au courant de certaines choses. Il y a des formes d'art qui sont bien plus accessibles à une certaine partie de la population que d'autres. Les jeux vidéo ou le livre, par exemple, sont des choses assez facilement accessibles. Mais pour moi, il est essentiel que les gens aient accès à toutes les formes d'art, à la fois à la culture et à la fois à l'art, à la fois à la règle et à l'exception. Parce que oui, nous vivons dans un monde où la culture légitime, ou celle qui est considérée comme telle, est largement encouragée et largement valorisée. On vit dans un monde, Teddy Boy RSA, qui fait des discriminations envers les gens qui n'ont pas cette culture. Et si on veut détruire le déterminisme social et la reproduction sociale, eh ben ça passe par ça. On essaye de retirer aux bourgeois, eh bien, tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire la culture légitime pour l'instant. C'est le contraire de l'élitisme. Il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de l'État, ce qui s'appelle la démocratisation culturelle. Donc évidemment, ça arrange un paquet de monde que tout le monde se dise « Ah bah le jeu vidéo c'est de l'art, on a accès à l'art, même au fin fond de la campagne de la Creuse, on a accès à l'art. » Mais ce qui est faux, il y a une injustice profonde en France, et ça, les extrêmes droitards, vous devriez le savoir, parce que vous draguez à longueur de journée les gens dans les campagnes en disant que c'est profondément injuste, qu'ils ont accès à rien, et je suis bien d'accord avec vous sur ce point-là. La vérité, c'est que l'accessibilité à la culture légitime, au théâtre, au musée, se fait essentiellement dans les grandes villes. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, au lieu de couper, comme depuis 20 ans, tous les budgets à la culture. Parce que voilà, hein, vous les droitards qui êtes tellement contre les injustices rurales, lisez les programmes du RN et de la droite en matière de culture. Il s'agit de coupes budgétaires à répétition. Donc comment on peut faire avancer la démocratisation culturelle, faire reculer la reproduction sociale quand on a ce genre de politique publique? C'est ça la question qu'il faut se poser également quand on parle de l'argent de l'État en matière de culture. Et pas se dire ah bah voilà, moi je joue aux jeux vidéo, c'est de l'art, je pratique l'art monsieur. Et bah c'est très bien, les jeux vidéo c'est très bien, je le répète. Mais encore une fois, c'est pas comme ça qu'on lutte contre les outils de discrimination des bourgeois. Tous les mecs du privé, on a payé ses études, on paye maintenant son salaire et on va payer sa retraite. Pour qu'elle ait rien à dire à nos enfants. Mais question, Teddy Boy RSA, qui c'est qui le paye ton RSA du coup? Ou qui l'a payé? Tu vois, c'est là où nos opinions divergent. Moi, ça me fait plaisir de contribuer à payer ton RSA, car je suis une femme extrêmement généreuse. Mais puisqu'il y a que l'argent qui compte pour vous les droits tardés, on va parler argent. On va parler de ce que la culture et les milliers de gens qui travaillent dans la culture, et qui selon toi ne servent absolument à rien, rapportent à la France. Le poids direct économique de la culture en France, c'est environ 47 milliards d'euros par an, en comptant tous ces domaines-là. Et vous osez vous plaindre qu'on investit dans la culture. Mais la culture, elle rapporte énormément à l'État. Elle rapporte bien plus que l'industrie automobile et la production agricole réunies. Et là-dedans, je ne compte même pas les externalités positives liées à la culture en France. Je vous montre juste là un petit reportage du Monde qui montre à quel point les externalités positives de la culture sont énormes et qu'on en bénéficie, nous, en tant que Français, bien plus qu'on ne le pense. C'est le 15 août, aux Tuileries, à Paris. Il est 12h30. Calé sur un siège en plein soleil parmi les cris aigus d'enfants qui se pourchassent, vous avez terriblement soif. Vous marchez jusqu'à l'échoppe de la place de la Concorde et vous achetez des limonades, une par une. La première vous emplit d'une volupté profonde, à la seconde, le plaisir est un tout petit peu moins intense, à la troisième, vous êtes saturé de fraîcheur et de sucre et vous décidez de ne plus boire du tout. Sans y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. Car à quelques mètres de là, un quatuor à cordes joue un morceau de Schubert. Vous ne connaissez presque rien à la musique classique, mais vous connaissez ce morceau, car un professeur de musique vous l'a fait écouter en classe de 4e. Vous vous approchez et vous reconnaissez les trilles touchantes qui vous avaient marqué à l'époque.
Contrairement à la limonade, cette seconde expérience de Schubert vous apporte plus de satisfaction que la première. Satisfaction qui grandira encore lorsque vous l'écouterez pour la 3e fois. Schubert vous fera peut-être apprécier Beethoven, qui lui-même vous mènera vers Brahms. Vous déposez 10 € dans l'étui du violoncelle et vous prenez le CD du quatuor. La musique et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez de musique, plus vous lisez de livres, plus vous fréquentez les musées, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente. Mais il faut que cet enchaînement soit amorcé. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué ce rôle d'amorçage en vous offrant, par le biais du professeur de musique, une première dose de Schubert. Et c'est à cette première dose gratuite que l'économie française doit à présent les 10 € que vous venez d'y injecter. Vous remarquez alors 2 jeunes touristes américaines visiblement perdues. Elles vous demandent de leur indiquer le Sacré-Cœur. Vous leur répondez dans un anglais bancal que c'est là-bas, de l'autre côté de la ville. Elles sourient et complimentent votre accent crémeux avec des superlatifs en ing. Vous êtes visiblement français, et cela vous procure d'emblée un capital de sympathie gigantesque. Or, qui vous a offert ce prestige sinon le travail multiséculaire de la culture française? La grande cuisine, les films de la nouvelle vague, la littérature libertine. Les auteurs de ces créations ont produit des objets qui ont contribué au rayonnement de la France, rayonnement dont vous recueillez aujourd'hui les effets, debout sur la place de la Concorde, sans avoir pour eux déboursé le moindre centime. Vous ne le savez toujours pas, mais vous êtes en train de profiter de ce qu'en économie, on appelle une externalité positive. Le marché libre étant incapable de la prendre en compte, c'est l'État, par l'intermédiaire de la subvention, qui doit décider de son importance. Tous les 3, vous prenez alors un taxi qui traverse la ville. Arrivés au Sacré-Cœur fraîchement rénové, vous payez le chauffeur avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le monument. Et vous passez votre soirée à boire des cocktails compliqués. Les limonades des Tuileries, le disque de Schubert, le taxi, les cocktails. Auriez-vous fait tous ces achats si à 2 pas de vous ne se trouvait pas un espace public qui valait qu'on s'y attarde? En payant les jardiniers qui entretiennent les allées des Tuileries, en aménageant les trottoirs de la Concorde, en rénovant la toiture du Sacré-Cœur, l'État vous y a fait venir et a déclenché des dépenses que sans lui vous n'auriez sans doute pas faites. Votre argent a enrichi des commerçants qui l'utiliseront à leur tour pour faire des achats. C'est ce qu'on appelle enfin l'effet multiplicateur de l'investissement culturel. En une demi-journée, vous avez illustré successivement 3 grands principes économiques qui justifient chaque année l'investissement public dans la culture. Ce petit reportage justifie extrêmement bien pourquoi l'État français investit dans la culture et pourquoi c'est justifié. Les pancakes. Je vais te laisser terminer tes pancakes. Ce sont des gaufres, putain. Vous trouvez que j'ai été dur avec Teddy Boy RSA depuis le début de cette vidéo? Peut-être. Mais à partir de ce moment, il devient extrêmement misogyne. Donc, c'était justifié. Faites de votre chatte un loisir si vous voulez, ou un art. Moi, ma chatte. Votre chatte est un art. Oui, Teddy Boy RSA. La chatte est un art subtil, auquel je peux dire avec certitude que tu n'as jamais été initié. Tentative de la part des hommes de légitimer leurs pratiques. Et on t'emmerde. Ils t'emmerdent les hommes. Bon, là j'avoue que ce que j'ai dit c'est pas tout à fait vrai, mais à culpa. Effectivement, les jeux vidéo sont pratiqués à moitié par des hommes et à moitié par des femmes. Cependant, je n'ai jamais vu une femme blessée dans son ego parce qu'on a dit que son passe-temps n'était pas un art, ou un sport, ou quelque chose d'extrêmement noble. Les gars, ça va, vous avez le droit de vous amuser à longueur de journée, personne ne va vous juger. À la limite, comme je vous le disais tout à l'heure, militez pour que le jeu en lui-même soit reconnu comme un art d'agrément, mais ne soyez pas fragile dans vos égos comme ça. J'ai jamais vu une meuf se battre pour qu'on reconnaisse les Sims 4 comme étant la 8ème merveille du monde. Et pourtant, vous n'avez pas vu mes reconstitutions des personnages de L'amour est dans le pré dans les Sims 4. C'est absolument fabuleux. Si le mari de cette dame travaillait dans le domaine du jeu vidéo, sportif, et était millionnaire, elle ne tiendrait pas ce discours. Ou elle tiendrait ce discours. Dans ce cas-là, cohérence incroyable. Sache, Teddy Boy RSA, que si je prends mari un jour, ce ne sera jamais un gamer professionnel, car je cherche l'hygiène avant la fortune. Mon mari prendra des douches. Tu devrais essayer, c'est pas mal de temps en temps. Change de mec si tu vas pas bien. Change de mec, mais Teddy Boy ouvre un podcast? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de coach love misogyne sur cette application. Il y aurait moins de gaufres dans l'assiette. Putain, il a réussi à dire gaufre, incroyable. Dieu soit loué, tout espoir n'est pas perdu.